Salut à tous, c'est Mac, on est de retour sur Octogone et je suis avec l'équipe des Chantindalos. Je suis donc avec, attention, Nico, Oui. premier auteur, Damien, Oui. deuxième auteur, Paul, Oui. éditeur, il y avait un piège, éditeur. Et le troisième, l'autrice est derrière mais elle est en train de masteriser une partie. Messieurs, comment se passe votre début de salon? Début de salon, on est samedi soir donc au final... On est très content parce qu'on fait jouer des gens. Ouais. Et ça se passe bien, on s'amuse bien, on crie, on gesticule et on rigole beaucoup. En fait, il faut savoir qu'on les cherche depuis le début. Alors, on a fait beaucoup le tour par là-bas et on était venu ici parce qu'il y avait une interview que vous allez voir avant ou après, j'en sais rien, sur 500 nuances de geek. Et en fait, je les ai vus à ce moment-là. Et je les ai vus parce que justement, il y en avait un qui était en train de hurler et de faire des bruits bizarres. Donc, ils étaient en partie. On décline toute responsabilité. Ouais. Donc, Chantindalos, c'est sorti quand officiellement? Écoute, le PDF il est sorti le 30 avril, c'est-à-dire le jour de la Valpurgis, comme on l'avait promis, et le livre physique il est sorti tout début juin, je crois le 8 juin 2025 pour être précis. Au niveau éditorial, c'est quand même un beau bébé, on est d'accord? C'est un bouquin de 6724 pages, à peu près. À peu près. À 90% près. Il est épais. Donc évidemment, il y a la critique sur la chaîne. Comment ça s'est passé pour éditer un truc pareil? Oui, bien sûr. Comment ça s'est passé? Beaucoup de boulot, beaucoup notamment de travail d'aller-retour avec les auteurs. Au travail, moi j'étais beaucoup plus sur la partie administrative, mise en page, et aussi l'illustration des cartes de la ville géographique, pas les cartes que l'on tire. Et c'est surtout les auteurs et les deux illustrateurs et illustratrices aussi qui ont participé au projet, qui ont énormément travaillé. On est vraiment content d'avoir tenu les délais. Alors certes, on triche un peu quand on dit qu'on l'a tenu parce qu'on pensait au départ avoir le manuel physique fin avril. On a eu le PDF fin avril, on est déjà content parce que ça fait moins d'un an entre le début du financement et vraiment la livraison du manuel aux souscripteurs et souscriptrices. Donc oui, finalement, objectif atteint pour ce qu'on voulait faire. Ouais, et surtout du coup c'est un PDF qui arrivait 1 mois et demi, 2 mois avant le livre physique, à peu près, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc même si, même si la promesse n'a pas été tenue, on est sur 1 mois ou 2 de retard, on n'est pas sur un truc colossal non plus, quoi. Oui, tout à fait. Et en plus, et puis c'est notre premier projet en tant que fraîche maison d'édition, même si l'objectif c'est de continuer la gamme, pas forcément d'éditer 1 million de jeux divers, mais vraiment se concentrer là-dessus. Ça reste néanmoins le premier projet, un beau bébé, hein, on est vraiment content, ça fait plaisir de le tenir dans les mains. Et effectivement, au final, j'ai l'impression qu'on a à peu près réussi ce qu'on souhaitait faire pour ça. Non, mais c'est pour ça que c'est extrêmement ambitieux pour un premier jeu, un premier projet, parce que comme je le disais dans la vidéo, le contenu il est colossal, il est dantesque. Ouais. Donc vous avez écrit à combien de mains? Bah écoute, on a été à 6 mains, on est 3 auteurs dessus. 6 mains, ça fait à peu près 6 hémisphères cérébraux aussi. Mais en fait, le truc, c'est que nous, on a écrit, mais il y a tous les gens qui nous ont aidés, qui ont réfléchi. Par exemple, l'illustrateur, on a eu des longues sessions de discussion avec lui parce qu'il a une formation en biologie, donc en fait, il nous donne des avis sur des trucs. Notre éditeur bien-aimé, Paul, il nous donne son avis aussi, il écrit des bouts de scénario. Et puis, il y a tous les personnages qui sont issus en fait, de ce qu'ont fait les joueurs et les joueuses. C'est-à-dire qu'en fait, on a des PNJ qui sont dans le manuel, qui initialement étaient des personnages joueurs créés par des gens qui voulaient plonger dans BAF, quoi. Ouais. Et puis l'autre truc, c'est que en fait, le temps de rédaction, ça a été un temps d'1 an et demi, mais ça fait 5 ans et demi Oui, qu'on c'est est sur ça. le projet. C'est- Donc c'est un temps qui s'est vraiment étalé sur le long cours, et on a pu prendre des pelletés de tard, les passer dans le tamis et voir ce qui restait. Donc oui, c'est un travail important. Et on a pu le mener à bien parce qu'il s'est étalé sur des années, quoi. Et le projet il a commencé comment? Il a commencé sur une mécanique, sur une idée de... Comment il a commencé ce projet? Par le confinement. Ouais, c'est ça. Par le confinement, en fait. Comme beaucoup de projets je crois. Ouais, voilà, non, mais c'est ça. Marie, Nico et moi, on était confinés ensemble et on s'est dit quelle meilleure idée que de reconfiner tous nos potes au sortir du confinement pour qu'ils jouent une semaine ensemble dans une cave sous des combles par 40 degrés. On s'est dit ah ouais, ta place, c'est une très bonne idée. Et donc en fait voilà, on a commencé par une campagne qui n'existe pas encore, qui est l'horizon suivant, si tu veux. Qui L'objectif, n'existe pas en forme éditée. ouais. Oui, voilà, Mais ouais. mais l'objectif c'est de le faire. L'objectif, ouais, c'est ça. Ok. Et donc on les a fait jouer pendant 5 jours. C'est le prochain gros projet. C'est le prochain gros projet de la maison et en tout cas de l'équipe. C'est cette campagne. Entre-temps, probablement que pour faire vivre la gamme, on sortira
des recueils de scénarios, des choses comme ça, mais le prochain pavé du même acabit, ce sera la grande campagne qui est à la jeunesse du projet au départ. Ouais. Ok. Donc, tu t'es dit, fin de confinement, on met tout le monde dans une cave, on va jouer à du jeu de rôle. Exactement. Et alors, pourquoi tu t'es dit, on va créer le jeu de rôle, un jeu de rôle? On s'est dit ça parce que, enfin, je sais pas, on était ensemble. Je crois on s'est dit qu'on aurait peut-être peu d'opportunités dans notre vie de lancer des choses aussi ambitieuses avec autant de temps partagé, autant de temps collectif. Et vraiment pour nous, ça a été un moment, je sais pas, sanctuarisé, exceptionnel. Vraiment, on se levait, on était dessus, on mangeait dans nos boîtes de conserve pour pas perdre de temps. Et on travaillait jusqu'à tomber d'épuisement. Et le matin, on s'y remettait, on expédiait notre travail, enfin les affaires courantes, tu vois, le travail salarié, pour pouvoir s'y remettre. Et en fait, on a eu la chance, comme ça, d'avoir cette espèce de fièvre et de ferveur des origines qui nous a permis, en fait, de voir grand. Et si on n'avait pas vu grand à ce moment-là, je pense que ça n'aurait jamais existé. Mais en fait, ce qui a fait aussi que le jeu est arrivé en tant que jeu, en fait, c'est les joueurs de la première édition. Parce que nous, au début, on s'était dit l'année prochaine, on fait la suite. Et en fait, ils nous ont regardé, ils ont fait les gars, vu le taf que vous avez fourni, tout ça, vous allez en faire quoi? Vous allez le foutre à la poubelle? C'est hors de question. En fait, nous, on a des idées pour vous filer un coup de main. Donc, l'année prochaine, on vient, on passe de votre côté, et en fait, vous allez faire découvrir ce qu'on a vécu comme expérience à de nouvelles personnes. Et donc, en fait, le jeu, il est né comme ça. Parce que l'année d'après, on a fait venir, c'est à ce moment-là que Paul est devenu joueur, que Benjamin, notre illustrateur, est devenu joueur, et Samia, Stéphane, Gwendoline, qui étaient des joueurs de la première. Alors, tout s'est créé autour du jeu en tant que tel. Voilà, c'est ça. Et à l'époque, on n'était pas sur système. Et vous êtes arrivé après. Le système est arrivé après. En fait, le système est arrivé après, parce qu'en fait, il y a des personnes. Nous, on a une manière de jouer. Qui est une manière de jouer qu'on a développée entre amis pendant des années et des années. Et en fait, on a commencé à ouvrir le jeu à des gens qui n'avaient pas forcément la même manière que nous de jouer. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'avoir un système. Il fallait cadrer avec un système. Et voilà, c'est ça. Parce que sinon, en fait, ils n'allaient pas du bon côté, de ce que nous, on considérait être le côté qu'on apprécie dans le jeu de rôle. Mais en fait, si tu veux, toute l'équipe aujourd'hui des Chantinalos, c'est nos anciens joueurs. Et c'est les joueurs de cette campagne-là qui ont rejoint l'aventure petit à petit. Et aujourd'hui, on est une équipe d'une dizaine. C'est des joueurs de la première, de la deuxième, de la troisième et même de la cinquième édition de cette campagne-là. Et c'est pour ça que pour un premier jeu qui sort, on a quand même un jeu où donc un système de règles qui est extrêmement dense et en même temps où les systèmes synergisent entre eux. Et au final, à table, ça fonctionne vraiment. Parce qu'à la lecture, c'est difficile. Clairement, on a du mal à se projeter. Et en fait, en jouant, ça marche quand même bien. Mais on a aussi, du coup, toute la partie sur basse, là, qui en termes d'écriture, pour un premier jeu de rôle, on se dit, mais comment ils ont sorti ça sur un premier bouquin? De toute façon, on voit la gueule du pavé, on se dit comment ils ont sorti ça sur un premier bouquin. C'est quand même compliqué. Mais il y a quoi? Il y a combien de PNJ là-dedans? 200? 180, je crois. 180? Non, mais c'est lunaire. Au moins, ouais. Pardon, sur les règles, c'est parce que je me sens obligé de le redire. C'est peut-être une des parties sur lesquelles on a peut-être le moins bien réussi à communiquer l'intention. Mais en réalité, il n'est pas si compliqué dans le sens où nous, on aime jouer avec très peu de systèmes. C'est juste que quand tu fais le choix de dire, OK, on ne sort pas une campagne, on sort un jeu, il faut quand même donner de la matière à des meneurs ou des meneuses qui ont besoin ou envie d'avoir quand même un support sur lequel le jeu puisse se passer. Donc en réalité, c'est l'expression que Damien utilise souvent et qui marche bien, c'est plutôt un système par soustraction. On te fournit tout ce qu'il faut si tu aimes avoir des règles, mais nous, on joue peut-être avec 15 ou 20% des règles de notre propre système et on invite les gens à ne pas jouer avec tout. D'ailleurs, à la fin des règles, on doit avoir une version synthétique qui prend 1,5 page, 2 pages peut-être. À la fin des règles, en effet, il y a une partie synthétique où on vous dit si vous voulez jouer plus simplement, vous enlevez ça et ça. Et après, libre à chacun. Et c'est clairement indiqué dans le bouquin de rajouter tel module, suivant ce qu'on veut en faire et suivant ce qu'on veut simuler. La partie contrer des rêves, sommeil, etc. Par exemple, on n'est pas obligé de la jouer, etc. Donc, mais c'est pour ça qu'à table, le système marche très bien et rien n'empêche de partir très simple et de rajouter des sous-couches qui permettent d'avancer ou de simuler des choses qui vont être intéressantes. Bonjour madame. Par rapport au scénario, par rapport à ce qu'on fait jouer. Bonjour madame, bonjour monsieur. mais oui, c'est pour ça qu'il paraît dense sur le bouquin parce que vous proposez tout à la base. Et après, libre à chacun de piocher un peu ce qu'il y a à piocher. Mais c'est un peu la base du jeu de rôle, ça normalement on ne devrait pas avoir à l'expliquer. Mais pour le coup, ça peut faire peur, alors qu'en fait, au final, une fois à table, ça passe très très bien. Pourquoi la ville de Basse? Alors,
En fait, il y a une part de hasard et il y a une part de destin. En fait, si tu veux, au début, on voulait une ville du nord des États-Unis. Et en fait, donc on a pris cette ville-là un peu au pif. Et après, on a commencé à regarder l'histoire réelle de la ville. Et tu vois, en fait, en 1854, il y a un type qui est arrivé dans la ville. Ça, c'est historique. Qui se faisait il disait que c'était l'archange Gabriel. Et il a mené en fait des émeutes anticatholiques et ils ont cramé The Old South Church, qui était l'église de la communauté irlandaise. Parce que voilà. Et en fait, quand tu prends un jeu de rôle poulpique, que tu commences à bosser sur la ville et que tu as déjà travaillé sur la ville et que tu te rends compte qu'il y a un type qui se fait passer pour un archange pour foutre le feu, tu te dis ouais, on y est quoi. Donc voilà, en fait c'est un peu le hasard et puis être dans le canon Lovecraftien. L'idée aussi du choix c'était pas non plus lancer une fléchette au hasard sur la carte des États-Unis. Ce que vous cherchiez, c'était sortir pas Arkham, pas Providence, pas le directement évident, et en même temps du Lovecraftien. Donc c'est nord-est des États-Unis. Là, c'est dans le Maine, ça aurait pu être le Massachusetts. C'est une ville qui était très connue pour son chantier naval. Donc c'est important parce que ça veut dire la présence de l'eau, qui est une thématique intéressante dès qu'on veut faire intervenir une partie du canon Lovecraftien. Donc la ville en elle-même, c'était à la fois pas la solution évidente, mais qui cochait toutes les cases. Et puis après, effectivement, quand vous avez poncé l'histoire de la ville, il y a des choses qui sont montées. Il y a ce que tu disais pour l'incendie de Old South Church. T'as le juge Wade Steele Withrop qui était juge pendant les procès de Salem, qui est un personnage historique qui a été réintégré dans le lore de la ville. Il y a des choses comme ça. Enfin, Et puis je pense que peut-être plus primitivement, on se posait la question de quelle ville on allait choisir et on voulait un port. On voulait de l'eau, on voulait aussi de la forêt, on voulait aussi la proximité avec le Canada pour avoir une communauté francophone. Et en fait, on a voulu. Ça restera la carte au fur et à mesure. Et puis, Exactement. Et on voulait aussi cette ambiance chantier naval parce que ça nous permettait, je sais pas, par exemple, de faire un conflit de faire des conflits de classe entre les grévistes et le patronat qui brisent les grèves, et de thématiser l'une des mafias sur le Canada. Ce que j'ai beaucoup aimé moi dans les chants de Sindalos, c'est l'iconographie que vous mettez en place pour chaque PNJ, pour savoir un peu à quelle classe sociale ou quel groupe social ils appartiennent. J'ai trouvé ça très drôle, les petits messages qui sont passés sur certains élus où il y a le criminel qui est lié avec, ou des choses comme ça. Je trouve ça drôle et ça permet au MJ d'avoir un petit peu de matière. Je trouve ça très très cool. De toute façon, les personnages qui ont été écrits et cette ville de base, elle prend vraiment corps pour le coup. Elle est très agréable à lire et tout plein de petites histoires qui partent là-dessus. Et du coup, pourquoi on est parti sur Lovecraft ? Parce que les jeux Cthulhu, il y en a 6 milliards et je dis ça, je les adore tous, hein. Pas tous, mais j'en aime beaucoup. Mais pourquoi Lovecraft ? Bah écoute, je pense que vous compléterez si c'est, mais je pense qu'on est parfaitement d'accord en fait. Je crois que juste on aime trop ça. On a joué à des jeux de rôle Lovecraftiens toute notre vie. Ils ont fini par annuler et remplacer tous les autres jeux de rôle. On ne trouvait plus vraiment chaussures à notre pied, tu vois, dans les jeux Lovecraftiens qui existaient. Et donc on est parti là-dessus comme une évidence, comme on est parti sur les années 20 comme une évidence, et c'est ce qui travaille perpétuellement notre imaginaire. Je veux dire, je sais pas, Scorsese par exemple, et Boardwalk Empire, c'est toujours sur le devant de la scène de notre imaginaire. Et voilà, tout ce qui touche en gros cette ambiance-là, en gros ces années-là, il y a un amour presque déraisonnable, irrationnel, indicible et innommable pour quoi. Ouais, et puis c'était ce qu'il y avait il y a 100 ans. Tu vois, c'est à la fois proche et à la fois lointain. On a des repères et en même temps, on est dans quelque chose qui n'est pas... et en fait, on aime bien la réalité aussi. Et c'est super intéressant en fait de regarder cette période parce qu'il y a des échos en fait qui... Elle est toujours un peu fantasmée. Ouais, Mais du coup, on y est habitué. On se projette plus facilement dedans. Surtout quand on joue du Lovecraft, on est quand même habitué dans les années 20. Et du coup, moi j'ai trouvé ça intelligent, intéressant que vous puissiez réécrire une bonne partie du mythe avec des choses qui sont... Quand je les ai lus, je me suis dit c'est lunaire, mais en même temps c'est cool. Les lézards qui tirent au laser sur les profondes, c'est cool. Moi, ouais, pourquoi pas, why not. Et le fait est que il y a une légitimité à réécrire le mythe. Enfin, un mythe, il n'est pas fixé. Et je trouve que Lovecraft, il est très élégant là-dessus parce qu'en fait,
toute la thématique du discours qui échoue à cartographier le monde, de l'indicible, de l'innommable, ça laisse de la place pour l'interprétation. Et un mythe, en fait, il est interprété, il est réinterprété, il est réinterprété. Il évolue en permanence. Oui, voilà, comme c'est le cas des mythes de la mythologie grecque, comme c'est le cas d'Homère, Et, comme c'est tout le temps le et cas, quoi. n'oublions pas que ce qui faisait le sel des parties de Cthulhu, les premières parties qu'on a fait, c'est l'inconnu. Ah oui. Et au bout d'un moment, l'inconnu, plus on avance dans les jeux de rôle sur Cthulhu et sur le mythe en général, moins on en a. Et donc ça fait plaisir d'en retrouver de l'inconnu. Moi, quand on me parle des chants de Tindalos, pour moi, Tindalos, c'était plutôt des créatures dans les angles. Donc c'est très intéressant d'avoir cette partie-là sur une autre sphère, sur un autre moyen. Et donc c'est surprenant et c'est intéressant et ça redynamise un peu l'imaginaire, en tout cas, en tant que MJ, en tant que joueur. Et pour le coup, c'est vraiment très très intéressant. Pour le coup, c'est ce qu'on a cherché. Bah ouais. Non, merci, ouais, déjà merci. Et en fait, moi, excuse-moi Damien, c'est juste, en fait, ce que je pense qui est très important, c'est de se dire que il n'y a pas une bonne manière de faire, en fait. Tu vois, nous, ce qui nous avait beaucoup plu, c'était dans Cthulhu Trails, c'était les différentes. Ils disaient, ouais, bah, Azathoth, ça pourrait être ça. Et en fait, nous, on s'est dit, mais ouais, en fait, c'est super intéressant d'avoir un truc qui est riche et fécond comme ça. Et c'est un peu ce qu'a fait Lovecraft, en fait, c'est qu'il a donné une sorte de, je vais employer une métaphore un peu macabre, mais un cadavre pourrissant. Et nous, on est les fleurs qui poussent sur ce cadavre, quoi. C'est ça. Oui, mais si, on peut, la métaphore, et voilà, nous, on a fonctionne. une interprétation et il y en a plein d'autres, quoi. Ouais, ou les insectes, enfin, on peut trouver ce qu'on veut, mais ce côté un peu comme ça, fourmillant, de quelque chose de très riche et de très puissant et de très vivant. Ça continue à vivre, quoi. Et par ailleurs, juste peut-être pour finir là-dessus, je trouve que Lovecraft aussi, il a ouvert son mythe. Je crois que c'est la seule, c'est le seul exemple en tout cas que j'ai en tête dans la littérature contemporaine d'un auteur qui a créé quelque chose qui a été repris ensuite par une galaxie d'auteurs qui ont complété, qui ont transformé, qui ont amendé et qui ont donné leur interprétation. Et voilà, moi je me suis dit, en fait, il nous a donné à distance l'autorisation d'en faire ce qu'on voulait. Nous, on a donné aussi l'explicitation mythique, parce qu'on se disait, pour un maître du jeu, pour un meneur, c'est tellement pratique d'avoir ça fait de la matière. Ça fait de la matière et ça, c'est pas voué à être amené aux joueurs de toute façon. Ah non. Oui, donc ça fait de la matière pour le MJ pour pouvoir écrire, pour pouvoir projeter, etc. Mais au final, c'est pas fait pour être amené aux joueurs. Donc au pire, ceux qui sont pas contents, ils peuvent l'enlever cette partie, c'est pas grave. Enfin, c'est comme tout, c'est comme les bouts de système de règles, c'est comme prendre un bout. Hein. Voilà. Système par soustraction. Il n'y a pas de souci. Ça reste quand même que pour un premier projet, on a quand même un projet qui est colossal parce qu'il y a le mythe, il y a la ville de Basse avec tous ses habitants, tous les PNJ, tous les liens entre eux, toutes les mises-histoires, les mises-intrigues, toutes les accroches de scénar que vous avez mis, là, il y en a des centaines. Il y en a une par page, sincèrement, et ça fourmille d'idées, ne serait-ce que pour créer un scénar ou même pour relancer un scénar, créer de l'imprévu, créer du truc, et le système de règles, donc, et le scénario qui arrive au bout. C'est colossal, vraiment. Donc là, le bébé est sorti. Quel effet ça fait une fois que le bébé il est sorti? Tu vois, on a encore des cernes alors que c'était il y a quelques mois. Ils sont encore en postpartum, je crois. Mais... c'est ça. Non, mais on était, on est encore, franchement, on est encore fatigué, mais on est aussi super fiers. Et c'est l'occasion de remercier vraiment tous ceux sans qui ce projet serait sorti dans 3, dans 5, dans 10 ans, voire jamais. Paul, qui a été modeste au début, mais qui a battu un travail de dingue, qui a fait de la mise en page, qui a fait de l'administratif, qui a fait de tout. Qui a réussi à nous mettre au travail. Qui a fait les cartes. Gus qui a travaillé comme une tarée, sur la mise en page, sur le graphisme. Benjamin qui a pondu des illustrations à un rythme extraordinaire parce qu'on le pressait comme un citron. Oui, parce qu'il y a un nombre de PNJ illustrés, c'est lunaire. Tous ceux qui nous ont portés en convention, Stéphane, Gwen, Alain, franchement... Et le public. Et le public évidemment, mais en fait voilà, je pense que tout seul dans notre coin, le truc il n'aurait jamais existé. Ouais. Il est colossal. Parce que quand l'un d'entre nous avait un coup de mou, c'était pas le projet qui était en péril, il y en avait suffisamment pour le porter à côté, quoi. Oui, mais voilà. En tout cas, bravo parce qu'il y a beaucoup de projets qui se créent. Au final, il y en a peu qui arrivent à terme, surtout des projets aussi colossaux. Vous avez réussi à le porter jusqu'au bout, donc bravo. Il y a un beau bébé. Mais en tout cas, vous savez, vous l'avez vu dans la vidéo, je l'ai vraiment apprécié parce que mais merci beaucoup. Je le trouve différent, je trouve qu'il apporte quelque chose. Et pourtant, on est noyé sous les jeux Cthulhu, hein, clairement.
Il y en a que j'ai chez moi en 17 volumes que j'ai toujours pas fini de lire et j'ai du mal à les terminer. Mais ouais, donc bravo. J'espère sincèrement que vous allez pouvoir porter la suite, notamment donc, les recueils de scénar qui doivent arriver et la campagne. J'espère que vous arriverez à la sortir, vraiment. Ça passera par un financement, je suppose, de toute façon. La campagne, c'est certain. Probablement, enfin, on ne va pas s'avancer, mais peut-être aussi en fonction de la forme que ça prendra, des recueils intermédiaires. On verra. Mais en tout cas, oui, c'est certain que la grande campagne, c'est un projet où on ne pourra pas avoir la trésorerie d'avancer ça sans un financement participatif. Et puis, bon, pour le reste, on verra. Oui, parce qu'au bout d'un moment, être 5 dans une cave à manger des boîtes de conserve, ça va 5 minutes. Il va falloir récupérer une vie quand même. Ouais. Mais, en vrai, toutes les rencontres qu'on fait, ça nourrit quoi. Ouais, c'est clair. C'est ça qui est cool avec Octogone. Non, ne parlez pas de cannibalisme. Quel as de Qu'est-ce que vous transition. avez l'esprit mal Mince, tourné. bon. On va couper sur ces paroles occultes. Merci à vous, messieurs, en tout cas. Merci beaucoup, Mike. Vous êtes un bon salon, vous Merci, jouez depuis tout à l'heure, vous faites jouer depuis tout à l'heure et c'est. Et puis c'est physique, hein, parce que là je l'ai récupéré, il me disait je vais aller me coucher, je suis rincé, du coup on la garde une demi-heure. Ouais, il est 16h30. Hein. Merci à toi et nous on vous fait des gros bisous, on se dit à bientôt, ciao ciao. Ouais. Merci encore, Roliste.